Tout d'abord, un grand merci à vous d'être là un vendredi soir sur, sur votre temps, j'imagine. Mais j'ai pu comprendre que ce lieu était propice à ce genre d'événements et à ce genre d'échanges. Donc, pour moi, c'est du plaisir. Du plaisir que d'échanger avec vous. Bérénice et Guillaume, voilà, on s'est rencontrés les samedis après-midi à 15 heures, place d'Arcy, pour ces moments de solidarité internationale avec le peuple palestinien et avec les peuples opprimés en général, mais celui de la Palestine focalise un petit peu tous les, tous les enjeux de domination et les enjeux de colonialisme et d'impérialisme qu'on connaît dans le monde. Et c'est sans doute par ce biais-là qu'on peut un peu mieux appréhender la situation. Au-delà de ce qui se passe depuis 2 ans, le 7 octobre n'a pas commencé la lutte entre Israéliens et Palestiniens. C'est une très longue lutte coloniale, une très longue lutte de possession territoriale qui, en gros, au tournant du 19e, début du 20e siècle, a pris naissance avec un mouvement, le mouvement sioniste, dont vous avez sans doute entendu parler, qui grâce à la Grande-Bretagne, permis de s'installer en Palestine en retravaillant par-ci, par-là l'histoire religieuse et en essayant de justifier que cette terre, c'est la terre ancestrale du peuple juif, lequel n'a jamais vraiment existé, en tous les cas les grands historiens et sociologues israéliens le disent eux-mêmes, et ce combat avec cette population autochtone, locale, arabe palestinienne, a duré pendant une centaine d'années, jusqu'à aujourd'hui. Et le moment que l'on vit aujourd'hui est probablement le moment le plus douloureux, le plus dramatique et le plus sanglant. Probablement sordide également parce que la communauté internationale, à commencer par la France, fait comme si rien ne se passait. Je grossis un tout petit peu le trait, mais vous aurez compris que je serai un peu provocateur aussi, parce que devant ce qui se passe, 10% d'une population qui est exterminée à Gaza, c'est à peu près ça, hein, les chiffres. On est à 120 000 morts, c'est les derniers chiffres états-uniens. Donc si les États-Unis le disent, c'est que c'est vrai, vous le savez bien. Donc on est à 120 000 morts sur une population de 2,5 millions, 2,3 millions à l'époque. C'est quelque chose d'extraordinairement important. Et ce qui est très, très important, c'est que la communauté internationale ne fait rien. En réalité, elle fait, elle dit, comme la Cour internationale de justice, comme d'autres organismes, mais c'est la petite difficulté du droit international, il n'est pas applicable en l'état, parce qu'il n'y a pas de force de police, comme dans un État, il n'y a pas ce moyen de contraindre celui qui est reconnu comme étant le coupable. Et là, je le dis avec une tranquillité tout à fait sereine, Israël est le coupable. Il est le coupable parce qu'il mène une politique de colonisation, ce depuis la Grande-Bretagne dont il était un partenaire et ensuite à partir de 1948. Il mène une politique d'occupation qui consiste à grignoter au fur et à mesure la terre palestinienne qui aurait dû servir à créer un État, au moins dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de partition de 1947. Et fort de ces deux éléments, qui lui assurent la domination totale sur l'espace qui va de la Méditerranée au Jourdain, je vous ai amené une petite carte que vous connaissez sans doute, qui est assez expressive. En vert, c'était ce qui appartenait au peuple palestinien. Et il y avait aussi une petite communauté juive à l'époque. On est là à la fin du 19e siècle. La carte du milieu, c'est la carte du plan de partage. Deux États théoriques auraient dû être créés. En vert, l'État arabe, en jaune, l'État israélien, l'État juif. Pardon. Et puis, par phénomène de colonisation et d'occupation, la troisième carte, ici, ce qui est en gros observable dans les années 2000, la Cisjordanie, donc ici, et Gaza, la petite bande de Gaza, qui est ridiculement petite, hein, 350 km², c'est la plus grosse densité au monde, 2,5 millions d'habitants sur 350 km², vous faites les calculs, c'est relativement dense. Et après les négociations dans les années 90-2000, sur lesquelles je reviendrai très très vite, ce qu'on a appelé le plan des accords d'Oslo, la partition de la Cisjordanie,
donc une sorte de gruyère. Tout à l'heure, Bérénice me présentait comme ayant effectivement fait une thèse sur l'Afrique du Sud. C'est un petit peu ça qui m'a amené à m'intéresser à la Palestine, parce que je y retrouve les mêmes configurations. L'Afrique du Sud, on appelait ça la politique des Bantoustans. Le mot bantou, c'est le nom d'une population noire d'Afrique du Sud qui était majoritaire, 75% de la population, et qui a fait l'objet d'une répartition volontaire et forcée de ce groupe-là dans des Bantoustans. Le stan signifie le pays où on vient, d'où on vit, pardon. Et donc ça a donné cette carte en forme un petit peu alors certains appellent ça la peau de léopard, d'autres appellent ça un gruyère. Et la Palestine renvoie exactement à cette même configuration. Là, c'est une carte de 2010, on est en 2025, soit 15 ans de plus. Le vert a encore perdu. Hein. On est dans une diminution régulière de la superficie sur laquelle les Palestiniens pourraient habiter. Et donc, cette politique qui vise à réduire le territoire, qui vise à discriminer les Palestiniens, également ceux qui sont restés en Israël, qui accorde des droits différenciés sur un même espace, et c'est un groupe unique qui décide de tout, eh bien l'Afrique du Sud, ça s'appelle l'apartheid, et dans les textes internationaux, la Convention de 73, ça s'appelle l'apartheid. Et donc l'apartheid est le troisième élément de contextualisation sur lequel je voulais dire quelques mots, parce que c'est ce qui va permettre probablement de faire le lien avec la résistance palestinienne qui existe depuis très très longtemps, je vais y revenir assez vite, mais qui a à un moment, en 2004, décidé de faire son moment sud-africain, c'est-à-dire de copier la résistance sud-africaine qui s'est énormément mobilisée autour d'un boycott, un grand boycott. Peut-être certains d'entre vous y ont participé, les fameuses Orange Outspan, dont le petit logo était une tête de noir écrasée dans un presse-citron ou un presse-agrumes. Donc vous avez peut-être ça en tête. Moi, c'est ce qui m'a ouvert à la chose politique. C'est probablement, grâce à ça, des rencontres familiales et autres dans mon parcours. Mais c'est vraiment la lutte et la résistance contre cette situation d'apartheid qui m'a vraiment ouvert à des réflexions. Et la Palestine recoupe à peu près tous les éléments. La ségrégation, la discrimination, la répartition territoriale inégalitaire, et un élément supplémentaire qui existait déjà pour l'Afrique du Sud, mais qui a été démultiplié du temps de la Palestine, c'est cette fameuse communauté internationale qui, avec l'Afrique du Sud, avait un rôle un peu ambigu. La France a toujours eu un rôle ambigu. Je rappelle que la France a donné les clés de la première centrale nucléaire sud-africaine et israélienne. Que la France a toujours soigneusement évité de poser la question de savoir où une partie des moyens financiers des Blancs sud-africains allaient en Suisse et en France. Les rapports l'ont démontré. Et pour la Palestine, eh bien, je ne prends que la France, mais j'élargirai volontiers à l'Occident. Qu'est-ce qu'ils font? Pour moi, c'est simplement des complices, tout simplement. Parce qu'ils ont obligation de le faire. Et ça, c'est la petite différence avec l'apartheid. C'est que les Nations Unies ont pris des résolutions et ont lancé un boycott à l'appel des Sud-Africains. Là, ce sont les Palestiniens qui ont lancé l'idée d'une campagne de boycott qu'on appelle donc BDS, boycott des investissements sanctions. Je vais y revenir. Et en toute logique, les Nations Unies, qui sont les défenseurs des droits, des libertés, des règles internationales, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, auraient dû enclencher le mouvement. Sauf qu'il y a un certain nombre de grandes puissances qui a opposé son veto, à commencer par les États-Unis. Le fameux allié fidèle et indéfectible d'Israël, qui lui assure une position d'impunité totale, puisque quels que soient les actes que Israël commet à l'égard du peuple palestinien, mais aussi, vous l'avez vu, à l'égard d'une grande partie du peuple libanais, d'une grande partie du peuple syrien aujourd'hui, et pendant un temps de la Jordanie, et pendant un autre temps de l'Égypte, eh bien, ce pays n'a jamais subi aucune sanction. L'Afrique du Sud a été sanctionnée. Boycott universitaire,
si vous vous rappelez un petit peu. Peut-être le plus marquant, le boycott sportif. Aucun sportif sud-africain ne pouvait être en compétition dans un pays. Et ce n'est pas une décision d'un ou deux pays, c'était une décision des Nations Unies. Donc ça veut dire que le Conseil de sécurité avait accompagné tout ça. Boycott et embargo pétrolier, militaire. Bon, il se trouvait que l'Afrique du Sud avait les moyens de développer sa propre armée et ensuite de vendre sa technologie à Israël et aux pays européens. Vous avez déjà remarqué, les barbelés, c'est plus tout à fait les barbelés qu'on avait de mon temps. Hein. Vous savez, c'est juste les petits picots, les barbelés. Maintenant, c'est avec des petites lames de rasoir. Hein. Et ben ça, c'est une production sud-africaine, démultipliée par les Israéliens. Donc ces éléments-là de pays qui ont inventé les moyens de pouvoir résister dans le cadre d'une contre-insurrection, si on emploie les termes larges, eh bien ce sont des pays qui, autoritairement, ont décidé de maintenir leur domination. Et là, la communauté internationale, eh bien, voilà, elle produit des textes. Hein. Là, pour le coup, la Cour internationale de justice a dit des choses qu'elle n'avait jamais dit pendant 100 ans. L'occupation est illégale. La colonisation est illégale. L'apartheid et les mesures discriminatoires sont illégales. Le génocide qui est en cours à Gaza, je n'ai pas de problème à utiliser le mot génocide, est illégal. Et des décisions ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, le plus grand organisme des Nations unies, en indiquant qu'il faut que les États fassent quelque chose. Et ils ont même donné un délai pour le génocide, mais aussi pour l'occupation et la colonisation. Ce délai s'est terminé le 18 septembre dernier. Vous avez vu un changement? C'est même pire. Donc voilà. Ils n'ont effectivement rien dit ni rien fait, mais ces éléments-là sont des éléments qui différencient quand même la situation de l'Afrique du Sud, qui a vraiment été sous embargo. Et il y a un autre élément qui unit les deux, c'est aussi pour ça que je travaille sur la Palestine, c'est que dans toute situation de colonisation, d'occupation, d'apartheid, eh bien, il faut s'attendre un jour à ce qu'il y ait, comment ça s'appelle, des résistants. Eh oui, il y a des résistants. Et ces résistants s'organisent, se mobilisent de diverses manières. La Palestine a choisi 3 formes de résistance. En reprenant très rapidement l'histoire, là je viens de dresser très très rapidement le contexte, et s'il y a besoin de préciser, bien évidemment, il y a même aussi le livre d'Alain, bien évidemment. La résistance a pris 3 formes. C'est des formes qu'on retrouve un petit peu partout, avec des hauts et des bas, avec des aléas, et puis avec une contextualisation et une stratégie en fonction des moments, dans la mesure où ce qu'on appelle, entre guillemets, un conflit asymétrique, qui a une force incroyable d'un côté, soutenu par l'Occident, et puis un pays, des populations un peu éclatées et fragmentées, soutenues plus ou moins par quelques autres pays, mais très très peu, et en tous les cas, dépourvues d'armes. Il n'y a pas d'armée en Palestine. Vous n'avez pas d'avions, vous n'avez pas de bateaux, vous n'avez pas de chars, il n'y a pas de jeep, il n'y a pas de mitraillettes en grande quantité. Il y a quelques roquettes artisanales qui ont été utilisées, qui ont fait des dégâts, et c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais bon, voilà, ça reste, et ça appartient au peuple qui résiste. Et cette résistance, eh bien, en fonction de l'histoire qu'elle a traversée, en fonction de ce que je viens de retracer très rapidement en termes de contexte, a choisi des voies et des moyens. Le premier, et qui est toujours actif aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la résistance diplomatique et politique. C'est-à-dire une résistance qui permet de se faire reconnaître en tant que peuple, aux Nations Unies en particulier, et ou de négocier avec la partie opposée, Israël. En termes de diplomatie internationale, depuis 1974, l'organisme qui représente le peuple palestinien, qui sans doute vous le savez s'appelle l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dont la figure de proue a été Yasser Arafat, eh bien, a décidé de faire des demandes aux Nations Unies avec un grand discours le 13 septembre 1974. Vous en retrouvez des morceaux sur Internet. Arafat se présente en treillis, comme il était toujours, et dedans, il symbolise une mitraillette dans une main et une branche d'olivier dans l'autre. Et il conclut son discours: aidez-moi à ne pas faire tomber la branche d'olivier, symbole de paix.
Et ce discours-là a été ensuite, en 88, poursuivi en déclarant l'indépendance de l'État de Palestine, donc sur les morceaux de territoire que vous avez sous les yeux, et en disant l'OLP renonce à la lutte armée et au terrorisme, parce qu'à l'époque, c'était le mot qui était utilisé pour décrire les actions de résistance palestinienne. J'y viendrai, c'est la deuxième forme, vous l'avez compris, de résistance dont on va parler. Ces démarches, ces stratégies diplomatiques à l'égard des Nations Unies ont été poursuivies après l'OLP dans les années 2000 par ce qui va lui succéder en termes d'organisation politique, l'autorité palestinienne. C'est issu des accords d'Oslo des années 90. C'est moins important que l'OLP. L'OLP, c'est l'organisation qui représente tous les Palestiniens. Et vous le savez sans doute, il y a plus de Palestiniens en exil dans les camps, fruit de la Nakba de 1948. La Nakba, ça veut dire la catastrophe. Une grande partie des Palestiniens ont été expulsés manu militari par les Israéliens des zones dans lesquelles ils devaient résider pour venir habiter dans des camps au Liban, dans des camps en Syrie, dans des camps en Jordanie, dans des camps en Cisjordanie et dans des camps à Gaza, parce que 80% de la population de Gaza aujourd'hui est originaire de ces réfugiés de 1948. Gaza était simplement une ville à l'époque. C'est devenu une bande dans les années 60-70 quand ça a été colonisé par Israël. Cette autorité palestinienne, donc, qui est issue de Oslo, est donc moins importante que l'OLP, mais elle a mené aussi une stratégie face aux Nations Unies. Vous l'avez peut-être, vous vous en souvenez peut-être, en 2011, en 2012, elle a demandé à devenir un État à part entière des Nations Unies. Ce qui a été rejeté parce que les États-Unis ont opposé leur veto, qui est un droit possible. Bon, voilà. Ils ne le font pas tout le temps. Hein. Vous avez vu que tout récemment, au mois de novembre 2025, les États-Unis n'ont pas opposé leur droit de veto pour imposer un plan, entre guillemets, de paix qu'on appelle le plan Trump. J'aurai l'occasion d'y revenir éventuellement si on en discute. Cette autorité palestinienne a donc échoué dans sa stratégie, mais elle a contourné et elle a obtenu un statut d'État à l'UNESCO. Le processus n'est pas le même, il n'y a pas besoin de plusieurs niveaux de décision, c'est l'Assemblée générale de l'UNESCO qui décide, et elle est devenue le 195e État de l'UNESCO, avec la possibilité d'accéder à plein d'instruments internationaux. Des conventions, des relations avec d'autres pays, et puis commencer à être un État. Et ce qui a quand même été très marquant, c'est que le 1er avril 2015, la Palestine a accédé au statut de la Cour pénale internationale. Et de ce fait, est devenu presque en théorie un État, sauf que ça n'est pas admis encore aux Nations Unies, en dépit de la grande reconnaissance que notre président de la République Macron a bien voulu consentir il y a quelques semaines, qui est pour les Palestiniens, voilà, de l'ordre du symbole, mais sur le terrain, à nouveau, ça n'a pas changé grand-chose. Parallèlement à la diplomatie, les Palestiniens ont engagé des discussions avec Israël, de manière un petit peu contrainte, au tournant des années 90, et Arafat a dit oui, c'est sans doute une bonne possibilité, on va essayer d'entrer en contact avec eux, parce qu'il va bien falloir trouver la paix. Et effectivement, la paix a commencé à être le cadre dans lequel on discutait, sauf qu'on n'était plus du tout dans les Nations Unies. On était entre deux partenaires, chapeautés par un troisième, les États-Unis. Et dans ce triptyque, vous avez bien compris que le plus faible a fait des concessions au plus fort. Et que Arafat a fait une politique un petit peu de paix contre territoire. On a la paix, on arrête la lutte armée, à condition qu'on récupère des morceaux de territoire. Vous voyez qu'en 2025, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Ce n'est pas forcément uniquement la faute d'Arafat et des Palestiniens, c'est aussi en grande partie de la faute d'Israël qui n'a jamais accepté cette perspective. Et très clairement, Netanyahou a été Premier ministre en 1996, donc ça fait déjà pas mal de temps, et on le retrouve aujourd'hui. Et dès le début, il a dit il est hors de question qu'on accorde aux Palestiniens un État. Néanmoins, ils ont continué à discuter avec d'autres premiers ministres, etc. Rabin, qui s'est fait assassiner par un extrémiste, et puis d'autres, Ehud Barak, etc. Jusque dans les années 2000, pour convenir à rien du tout. À encore plus de colonisation, c'est-à-dire des Israéliens qui viennent s'implanter dans le petit morceau vert ici, là.
qui en fait est encore plus picorée, si vous voulez, de petites taches jaunes, qui sont des colonies interdites par le droit international, je vous l'ai dit, hein, la colonisation est illégale, et qui se sont tout doucement formées, et qui sont aujourd'hui des villes à part entière, avec 30, 40 000 membres de population, Ariel étant la plus grosse, 45 000, elle est juste ici au milieu, qui ont des clubs sportifs. Et je crois, il y a quelques années, la JDA, le club de basket de Dijon, a joué contre un de ces clubs d'une colonie. Voilà, à l'époque, il y a eu un peu de mouvement, la FPS a discuté. C'est un moyen de dire stop à la colonisation, c'est interdit, vous ne devez pas participer aux compétitions sportives. Ou alors, de quoi on parle? Et puis, ces colonies, bien progressivement, ont pris de plus en plus d'importance, se sont radicalisées pour certaines d'entre elles. Ce sont les plus extrémistes des colons qui y sont et qui ont pris un pouvoir non négligeable en termes de politique, au point de faire élire un certain nombre de leurs leaders dans le gouvernement de Netanyahou et qui guident un petit peu aujourd'hui la politique de Netanyahou. Il n'avait pas besoin de ça, il était déjà suffisamment facho sur les bords pour pouvoir mener cette politique. Il prétexte que ce sont des extrémistes, mais il a toujours eu cette position. Donc en réalité, c'est pas extraordinaire. Donc discuter avec lui dans ces conditions, c'est une stratégie qui n'a pas apporté ses fruits. Et pourtant, en 91, 92, 93, quand ça a débuté, moi je me suis ouvert à la Palestine à peu près à ce moment-là. Je me disais, comme 90% de la population, waouh, c'est un espoir de paix. Ils ont d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix ensemble en 93, hein, Arafat et Rabin, avec Clinton juste derrière. Jalousie de Trump, toute récente, qui voulait lui aussi avoir le prix Nobel de la paix grâce à son grand et magnifique plan dont on reparlera. Voilà la première arme, premier moyen de résistance. Non violent, incontestablement, parce que ça se situe au niveau international, mais avec une perspective qui peut être non négligeable. Et aujourd'hui encore, c'est un canal de discussion, alors qui est un peu coupé, bien évidemment, avec Israël, qui ne veut plus en entendre parler du tout, et le 7 octobre vient justifier ce refus, mais c'est quand même un moyen qui existe encore. Il y a encore des tractations plus ou moins secrètes entre des leaders, entre des personnalités politiques, des universitaires palestiniens et israéliens, pour trouver une issue, en quelque sorte, le jour d'après, comme on dit. Le deuxième moyen qu'un peuple soumis à l'oppression a trouvé pour résister, vous le connaissez, c'est la lutte armée. La lutte armée qui est celle que beaucoup de peuples ont utilisée avec les moyens qui étaient mis à leur disposition. Jamais des grosses armées, hein, on n'est pas du tout dans un conflit, une sorte de guerre civile entre des forces à peu près identiques. On est vraiment dans un élément très très asymétrique. Alors beaucoup disent, ouais, mais la lutte armée d'un peuple, ouais, est-ce que c'est déjà admis par le droit international? Alors à cette question, les Israéliens disent non, ça c'est du terrorisme. Tant que vous avez des actions meurtrières, sanglantes contre nous, quelle que soit la forme que ça puisse prendre, des attentats, des batailles rangées, il y en a eu quand même quelques-unes, et ou de la guerre civile, de la guérilla civile, tout ça c'est du terrorisme pour Israël et pour beaucoup d'autres pays, alors que le droit international le dit très clairement. La résistance à l'occupation par un peuple colonisé peut se faire par tout moyen, virgule, je cite, y compris la lutte armée. Ça a été répété à plusieurs reprises. Le premier texte date de 1970. Et pourquoi ça s'est fait à ce moment-là? Parce qu'aux Nations Unies, à ce moment-là, les peuples colonisés sont devenus indépendants. Et on est passé d'une soixantaine d'États qui siégeaient aux Nations Unies à plus d'une 150 à peu près. Et tous ces nouveaux peuples étaient, la France sait de quoi elle parle, c'est elle qui les colonisait, les peuples d'Afrique francophone, pour l'essentiel, pas tous bien évidemment, mais une grande partie. Et tous ces peuples-là, on se sont dit, nous on a acquis notre indépendance, l'Algérie en particulier par la lutte armée, le Cameroun, la Tunisie, alors la Tunisie c'était un peu différent, mais d'autres pays ont produit cette réflexion-là, et quand ils sont arrivés aux Nations Unies, ils ont pris le pouvoir, ils étaient plus nombreux, et comme aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, en tous les cas, les décisions sont prises à égalité, eh bien, ces résolutions ont été prises. Et il n'y en a pas une qui est venue contredire cela jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est du droit qui fonctionne.
au moins sur le papier. Et là, les points d'interrogation, oui, mais est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce que c'est de la résistance? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Bien oui, c'est des vraies questions. Et d'ailleurs, le droit international y a répondu depuis très longtemps. Et vous avez peut-être vu, il y a 2 jours, le rapport d'Amnesty International sur les événements du 7 octobre, qui le dit clairement, et moi je suis assez d'accord avec ça. La résistance armée est possible sans aucun problème. C'est un acte de résistance, ce n'est pas du terrorisme. Le mot terrorisme est toujours utilisé pour disqualifier l'autre. Il n'a pas de définition juridique en droit international, le terrorisme. Quand un État commet, lui, des actes de terrorisme, on ne dit jamais qu'il est terroriste. Pourtant, c'est du terrorisme d'État. Ça, c'est du vocabulaire de sociologie ou de sciences politiques, mais en droit, le mot terrorisme, parce que les États eux-mêmes, et les États-Unis à commencer par eux, ont dit « Oh non, non, on ne sait pas très bien ce qu'on serait en capacité de faire. Hein ». Et ce qui s'est passé à Guantanamo, si ce n'est pas du terrorisme, c'est en tous les cas de la torture, mais c'est particulièrement répréhensible. Toujours est-il, et puis il y a d'autres actions bien sûr, toujours est-il que cette dimension a été souvent critiquée, mais on oublie de dire que la résistance armée est limitée par le droit international. Les conventions de 1977, qu'on appelle les pactes internationaux des droits civils, économiques, etc., a limité en disant il y a des frontières, des lignes à ne pas dépasser, la prise d'otages, le massacre de civils. C'est les 2 grandes limites. Alors quand effectivement un mouvement de résistance commet et dépasse un petit peu ces limites, moi, je n'entre pas trop dans les... On peut entrer dans les discussions sur ces aspects-là, il n'y a aucun souci. Faudrait déjà apporter les preuves, ce qui n'est pas simple. Mais là, Amnesty International l'a fait de manière assez claire. Je rappelle que Amnesty International a publié un rapport sur le génocide en disant que c'est un acte de génocide et a publié un rapport en 2020 sur l'apartheid en disant que c'était un apartheid. Donc sans doute, c'est une organisation habilitée à dire ce qu'est le droit. Et là, elle a dit très clairement, un certain nombre d'actes qui ont été commis le 7 octobre sont effectivement condamnables au motif de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité parce que les bornes ont été dépassées en fonction des preuves qu'elles ont pu, que cette association a pu récupérer. Bon, on peut s'en tenir. Moi, j'ai toujours tenu ce propos, des informations qu'on pouvait avoir, des informations qu'on a pu glaner, des choses qu'on a pu recouper, il y a eu des exactions. Est-ce que ce sont des choses préméditées? Est-ce que ce sont des actes qui sont entrés dans une stratégie de résistance? Ça, par contre, personne n'est capable de le dire. Quelle est la nature de ces actes? Là, c'est pareil, ça va être des choses qui vont peut-être un jour faire l'objet d'une enquête. Et là, pour le coup, c'est ni Israël, ni les Palestiniens qui pourront enquêter. C'est une enquête internationale, comme ça c'est déjà fait dans plusieurs endroits, qui pourra être diligentée, avec toute possibilité d'accéder aux preuves, si tant est que les preuves existent encore. Et là, on tombe dans ce qui se passe, ce qu'on a connu à Srebrenica, ce qu'on a connu au Kosovo, pour très très largement parler de ça, mais ce qu'on a connu également dans d'autres théâtres, où les preuves disparaissant, c'est très difficile d'obtenir des éléments. Ce rapport d'Amnesty, met un point très clair. Il me semble que très rarement, en France en tous les cas, je n'ai pas été trop loin dans mes recherches, mais en France, jamais une des associations du collectif n'a posé un doute sur ces questions-là. Jamais. Ça a toujours été discuté. Oui, il se peut qu'il y ait eu des choses, il se peut qu'il n'y en ait pas eu, mais, et là, c'est là que c'est un élément difficile, cette résistance armée est une résistance. Elle commet des erreurs, elle franchit des lignes, ok. En Afrique du Sud, les lignes ont aussi été franchies. Hein. Mais ce ne sont pas des terroristes. C'est une résistance qui a pu déraper. Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'en France, on n'a jamais trop dérapé? Voilà. Le droit international n'était pas au même niveau, je rappelle, sous la Seconde Guerre mondiale. Là, on a un droit international qui est clair. Les juristes, j'en fais un peu partie, le connaissent plus ou moins, et on peut le border, et donc on peut arriver à dire des choses là-dessus. Donc sur la lutte armée,
C'est un choix stratégique qui n'a pas forcément apporté beaucoup de résultats non plus. Il y a eu des combats dès les années 68-69, la fameuse bataille de Karamé, c'est aux confins de la frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie. Bon voilà, une petite troupe alors le kéfier qui était le foulard des combattants de la Palestine, des combattants palestiniens à l'époque, ont résisté à une grosse troupe israélienne. Ça a fait un petit peu le geste historique de l'OLP qui a combattu et des femmes ont été combattantes à ce moment-là. Leïla est la femme combattante par excellence, c'est elle qu'on représente souvent, qu'on voit souvent en termes de représentation de la lutte armée palestinienne. Parce que les femmes ont apporté énormément à cette lutte en termes de réflexion, mais aussi en termes de combat. Donc cette lutte armée, elle a en quelque sorte connu des hauts et des bas. Elle existe peut-être encore aujourd'hui dans un certain nombre de cas. J'accepte Gaza, je parle plutôt de la Cisjordanie. Dans les années 2000, vous avez entendu parler de la seconde intifada, qui a été plutôt une résistance armée, à la différence de la première intifada, qui était plutôt une résistance non violente. Mais là aussi, on peut poser la question, qu'est-ce qui est non violent, qu'est-ce qui est violent? Et donc, cette seconde intifada a duré jusqu'en 2005-2006. A pas véritablement apporté des solutions, a plutôt enfermé un peu les Palestiniens, ou tout du moins la perception qu'avait la communauté internationale de Palestiniens terroristes, qui faisaient des attentats, qui sont un peuple qui se bat avec des moyens qui sont réprouvés, alors que dans le même temps, les Nations Unies, en 2002, reconnaissaient pour la première fois le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, principe des années 60. Donc c'est ça qui a toujours été un petit peu délicat dans cette situation coloniale, c'est que le droit international était toujours un petit peu en retard. Ils reconnaissent, mais en même temps, les Palestiniens ont besoin de se mobiliser pour ne pas tout simplement être exterminés. C'est aussi de ça dont il est question, et aujourd'hui on en a carrément le summum, l'apogée avec le génocide à Gaza. Mais vous l'avez sans doute suivi, ce qui se passe en Cisjordanie, dont on entend très peu parler, c'est en dessous des radars médiatiques, c'est un nettoyage ethnique. Un nettoyage ethnique organisé, sciemment consenti, avec des moyens incroyables, et notamment des armes de plus en plus nombreuses données aux colons, qui ne sont pas des militaires, mais des civils, pour aller justement chasser les Palestiniens. Vous avez peut-être vu ce film No Other Land, qui a un peu défrayé la chronique l'année dernière, qui restitue le combat du village de Massafer Yatta, donc plutôt dans le sud, vers Hébron, et qui subit les assauts quotidiens, à la fois des militaires, mais également des colons, qui ont alors permis de tuer tout à fait ouvert, car à ma connaissance, la justice israélienne n'a jamais condamné un seul colon pour un massacre de Palestiniens. Jamais. Ils ont toujours des circonstances atténuantes où les procès tombent. Donc si on n'est pas dans le deux poids deux mesures et pas dans la symétrie, dans quoi on est? Voilà pour le deuxième moyen de résistance. Et puis le troisième, celui qui nous occupe un petit peu aujourd'hui, mais on ne peut pas en parler de but en blanc si on ne fait pas un petit peu le contexte, et je m'excuse d'être un peu long, mais bon, je vous sens un peu captivé, donc je vais continuer. C'est la résistance non violente, qui a toujours été, pour les Palestiniens, un moyen utilisé. Alors il y a eu beaucoup de recherches faites là-dessus. Il m'a été donné de rencontrer un des théoriciens de la résistance non violente à Birzeit, donc Abdel Jawad, qui est un professeur de sciences politiques, maintenant 80 ans, et c'est son père qui a été un des tout premiers promoteurs de la résistance non violente dans les années 40-50. Mais en réalité, le premier grand mouvement de non-violence, c'est une grève générale que les Palestiniens ont organisée entre 1936 et 1939. On n'est pas encore dans le conflit entre Palestine et Israël, on est dans le conflit de la colonisation britannique. C'est les Britanniques qui ont le pouvoir depuis 1922 jusqu'en 1948, c'est eux qui assument le mandat de la SDN, de la Société des Nations. Et les Palestiniens décident en 1936-1939, on est donc à la frontière de la Seconde Guerre mondiale, de mener une grande campagne de grève générale, de ne plus aller acheter les produits israéliens, de ne plus utiliser les ports israéliens, de ne plus utiliser les moyens
de transport israélien et de s'organiser, de s'auto-organiser autour de leurs propres moyens, industrie, pas, mais, ou un tout petit peu, commerce, pêche, etc., etc. Et ça a été un moment que les Palestiniens mettent toujours en avant quand on discute avec eux. Mais vous savez, on a été aussi non-violent. On continue à être non-violent. Ce qui, à ma connaissance, ne fait pas trop la une des journaux. Et apporter un petit peu ses fruits parce que ça a changé un petit peu la manière de penser des gens qui regardaient comment les Palestiniens se dépatouillaient. Mais à cette époque-là, grève générale, c'est à la fois bien évidemment contre les Britanniques, mais aussi contre le Yishuv. Le Yishuv, c'est le nom de la communauté juive à l'époque, avant que ça devienne l'État d'Israël. Donc il y avait deux adversaires, si j'ose dire, contre les Palestiniens. Donc il fallait assumer ce choix. Ça a eu des hauts et des bas, hein, puisque ça s'est terminé juste en 1939, mais en termes de sentiment d'appartenance nationale, en termes de combat contre un même oppresseur, ce qui n'était pas forcément évident, les Palestiniens, c'est plutôt des grandes familles propriétaires fonciers, avec comment dirais-je, des orientations politiques qui ne sont pas forcément identiques. Le sentiment national palestinien a commencé à partir de ce moment-là, en disant si on est ensemble, si on est unis, quelles que soient nos différences politiques et idéologiques, on peut être une force de résistance aux colonisateurs britanniques ici et puis plus tard donc israéliens. Et cette naissance du sentiment palestinien doit beaucoup à ce premier geste non violent qu'a été la grève générale et la mise en place de moyens de vie, de substitution. C'est pour ça que cet endroit est tout à fait approprié pour en parler, parce que ça ne rentre pas dans les circuits économiques, dans les circuits sociaux classiques du dominant. C'est de côté. Comme j'ai pu l'observer et travailler dessus en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est surtout des bars clandestins. On appelle ça des shibines, où ce sont les femmes qui faisaient l'alcool. Et les populations de résistance venaient passer des soirées, tout ça dans la clandestinité. Si on se faisait prendre, on était en prison, et le régime de la prison à l'époque, c'est exactement le même que le régime de la prison pour les Palestiniens en Israël aujourd'hui. 90 jours de prison sans avocat, sans procès. Avec, vous imaginez, tout ce qui peut passer dans les prisons, et la torture est admise par la Cour suprême israélienne. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour suprême. Hein. Donc voilà, on peut torturer pour obtenir des informations, et c'est ce qui se passe là de manière assez importante. On a quelques retours d'associations qui peuvent aller voir quelques prisonniers, et les retours des prisonniers eux-mêmes, dont une partie ont été libérés. Vous en avez eu l'écho. Ce mouvement non violent a continué, là aussi, avec des hauts et des bas. Dans les années 40, il y a eu, dans les années 50, il y a eu encore des mouvements non violents, en parallèle avec les autres actions, ou les autres modes opératoires, comme on dit en sciences politiques, qui ont été utilisés par les Palestiniens, la diplomatie, la politique, la discussion et la lutte armée, bien évidemment. Et cette non-violence, elle est en fait inhérente à la société palestinienne. Bérénice le disait tout à l'heure, effectivement, j'enseigne à Birzeit depuis quelques années maintenant. Donc, j'ai été un peu, je ne peux pas dire immergé, mais bon, j'ai quand même beaucoup passé de temps auprès de mes collègues universitaires, mais aussi de paysans, d'autres personnes que j'ai pu rencontrer dans mes pérégrinations. Et la non-violence est vraiment, pour eux, un élément de leur identité. Et ils appellent ça le soumoud. Le soumoud, c'est difficilement traduisible en français. On traduit, c'est pas le bon mot, par résilience. Mais quand on discute, c'est je suis vraiment ancré dans mon territoire, un peu comme l'olivier. Et j'ouvre les bras pour accueillir les autres, un peu comme les branches de l'olivier. Et ça, déraciner un olivier, c'est pas facile. Même si ça arrive, mais il faut employer des moyens d'une violence extrême. Et donc, les Palestiniens ont ce vécu de résistance, et ils le disent eux-mêmes, résister, c'est exister. Parce que la menace la plus grande, c'est l'extinction de ce peuple qui, malheureusement, est un peu en voie de disparition. Il faut bien l'admettre.
Et puis il y a un deuxième petit symbole que vous connaissez peut-être, je ne l'ai pas trop vu là sur les prospectus, c'est Andala. Vous voyez qui est Andala? Ce petit bonhomme avec deux, trois cheveux sur la tête qu'on voit toujours de dos avec les mains croisées. Andala, c'est le symbole de la résistance palestinienne. Il tourne le dos à l'oppresseur et il regarde l'avenir. C'est ce que m'ont dit mes collègues sociologues. C'est un dessinateur, Naji, qui a été assassiné par les forces d'occupation. Parce que justement, son petit dessin prenait de plus en plus d'importance et fédérait, donnait à nouveau un sentiment d'unité nationale. Et ce petit Andala, on le retrouve quasiment partout. Hein. On l'a, j'en vois pas, non, c'est pour vous le montrer. Bon, si vous en avez, j'ai pas vu s'il était là-dessus. Mais bon, voilà, vous aurez le temps de le retrouver. Et ce symbole de la résistance, eh bien, il est de la résistance non violente, il est très important parce que il est fait par un dessinateur, donc quelqu'un du monde de la culture. Et la culture, c'est essentiel en Palestine, et dans les deux sens. La culture en termes d'imaginaire à structurer, de ce qui fait qu'on peut se projeter dans l'avenir ensemble, et la culture de la terre. La culture au propre, vraiment ce qui donne. Pour eux, la culture, c'est un peuple de paysans, c'est un peuple agricole, c'est une zone agricole. Il n'y a quasiment pas d'industrie en Palestine. Quasiment pas. Ils font effectivement des kéfiers, des chaussures, du savon, mais tout ça, c'est produit de manière relativement artisanale pour le coup. Si on pouvait dire paysanne presque. J'ai travaillé moi un petit peu avec une association qui a un peu à nouveau été sur l'actualité, UAWC, c'est une association de paysans palestiniens qui sont spécialistes de la cueillette et du ramassage des olives, qui s'est faite là il n'y a pas bien longtemps, hein, ça se fait fin octobre, début novembre, mi-novembre. Et cette association a un rôle politique, social. L'huile d'olive palestinienne que je vous invite à acheter auprès du stand de la FPS un de ces jours, voilà, est un moyen de faire vivre l'économie quand on sait d'où ça vient, mais en général, il n'y a pas trop de problèmes. Et cette association qui milite donc pour, enfin, c'est les mots que tu disais à l'instant, la solidarité, la convivialité, le côté proximité, le côté travail de la terre au plus important de ce que ça peut comporter comme envie de nourrir les autres, avec des petites dimensions, pas des grosses structures. Hein, les petites, les superficies des exploitations palestiniennes, c'est un hectare et demi, pas plus. C'est vraiment très très petit. Après, il y a des grands propriétaires un petit peu partout, mais c'est ça qui fait vivre. Et cette association a été visitée par l'armée israélienne il y a une semaine, dans une zone où elle ne devrait pas être, en zone A, c'est une des 3 zones des accords d'Oslo, qui est normalement sous autorité exclusive palestinienne, donc en gros comme si la Suisse venait en France. Voilà, des 3 bataillons suisses qui viennent à Dole, par exemple, et puis qui investissent Dole. Voilà. C'est exactement ça. C'est impensable. Eh bien, en Palestine, ça existe. Et ils sont venus complètement dévaster le local à Ramallah. Il se trouve qu'un de mes amis, certains vont le côtoyer bientôt, puisqu'ils vont le rencontrer dans un voyage touristique, Sabri Giroud, était juste à côté. Donc voilà, ça a été complètement détruit. Notamment quelque chose qui est super important, et je pense que ça va vous parler, les semenciers. Ils ont, depuis 20 ans, 30 ans je crois maintenant, créé une sorte de bibliothèque, une bibliothèque de semences pour pouvoir cultiver. C'est aride là-bas, hein. Donc il faut essayer de faire toute une série de travail pour pouvoir conserver les graines, pour pouvoir ensuite les arroser, etc. etc. Eh bien, ça a été réduit à néant. Moi, je les ai visités il y a quelques années. C'était pas au même endroit, mais je les ai visités, ils n'avaient pas encore tout ça. On a discuté un peu parce que je travaillais avec des coopérants qui les aidaient à se protéger d'une mouche très très carnivore de l'olive et qui faisait tout tomber. C'était un Suisse et puis un Français, des ingénieurs agronomes. Et donc on discutait, et donc je les ai rencontrés à ce moment-là, ces responsables, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes, mais donc ils m'avaient particulièrement touché. Et ils organisent quasiment tous les ans une fête autour de l'olive pour présenter leur manière de faire.
et le lieu ressemblait à celui-ci, en plein milieu de la campagne, juste en haut de Ramallah. Donc voilà, ça fait écho. Et vous disiez que vous invitiez un certain nombre d'agriculteurs. Et ben, ma foi, je vous propose de vous mettre en contact avec, avec ces amis palestiniens par le biais de Sabri Giroux, qui est donc un archéologue et qui a à la tête d'une entreprise de voyage culturel qui s'appelle Diwan. Donc voilà, ça peut se faire, le lien va pouvoir se faire. Donc cette non-violence a été un moment, et est toujours aujourd'hui un moment très très important, hein, en particulier chez les femmes. Donc je parlais de la culture dans tous ses sens. Les femmes sont énormément impliquées, ici plus par la dimension culinaire, par le tissage, par toute une série d'activités. C'est elles qui font vivre fréquemment les foyers, car les maris soit bossent, soit sont au chômage parce qu'ils ne peuvent plus aller bosser là où ils devaient aller bosser. Et puis les jeunes, c'est l'avenir. Et c'est l'autre moyen de résister. Les Palestiniens vont de manière très nombreuse, 90% à peu près, sont alphabétisés parce qu'ils vont à l'école et ils vont à l'université. C'est un peuple énormément cultivé. On retrouve à nouveau le mot culture parce que c'est pour eux le moyen de se projeter dans l'avenir et de combattre avec des connaissances. Et là, la dimension éducation est vraiment très importante. Je l'ai ressenti en allant à Birzeit, qui est l'objet très fréquemment d'incursions israéliennes. Hein. Il y a 3 jours, à 4h30 du matin, j'ai eu les photos, 4 voitures israéliennes sont rentrées dans l'université. Ils n'ont pas à y être, ils sont rentrés, ils ont kidnappé 4 gardiens, 3 étudiants, massacré un bureau, cassé des ordinateurs, et ils sont repartis. Ça se passe toutes les semaines. On n'en entend jamais parler. Et la solidarité universitaire française pourrait peut-être se matérialiser un jour. Voilà, j'appelle souvent à cela. Et dans cette configuration des mouvements non violents, on en vient à un moment palestinien, le fameux BDS. J'aimerais en dire pour conclure quelques mots. Le BDS est un mouvement déclenché par les Palestiniens eux-mêmes. 171 associations et partis politiques se sont réunis en 2004 en indiquant que la diplomatie, la politique, bof. La lutte armée, beaucoup de désillusions, même s'il y a pu y avoir peut-être quelques éléments positifs. La lutte non violente à l'interne, c'est bien, mais ça demande peut-être d'être un peu plus. Et BDS a été ce moment sud-africain, comme il l'appelle. Je vous ai amené le petit bouquin de Mar Barghouti, qui en est l'initiateur. C'est un chorégraphe qui a été le premier à lancer ça. Donc là, c'est traduit en français. Et ils se sont réunis et ils ont lancé cette campagne BDS en appelant à la solidarité internationale. Bien sûr, en interne, pour qu'eux-mêmes fonctionnent sur des registres à peu près identiques, avec des stratégies à peu près identiques, et puis contre, bien évidemment, Israël, et puis la solidarité internationale, car ils savent qu'ils n'arriveront pas tout seuls à renverser le colosse qui est en face d'eux, et qu'il leur faudra la solidarité internationale. Ils pensaient à probablement des États. Il y en a quelques-uns qui ont reconnu l'État palestinien, on en est à 156 je crois, mais bon, reconnaître ça ne veut pas dire faire ni agir, et puis surtout à l'opinion publique internationale, à la société civile internationale. Et le BDS a été mis en place en début de l'année 2005, soit 1 an après une décision importante de la Cour internationale de justice qui avait déjà admis l'illégalité du mur qui partage dorénavant Israël de la Cisjordanie et l'illégalité de la colonisation. Et ils se sont dit, on doit y aller, on doit suggérer un certain nombre de pistes. Il y a 3 objectifs qui sont prévus par cette campagne. Lutter contre l'impunité israélienne, c'est le premier objectif, de manière à l'obliger à faire respecter le droit international. Ça, c'est très clairement indiqué, et toutes les campagnes BDS dans le monde ont cet objectif
en premier. Le deuxième, c'est d'obtenir les droits à l'égalité et à l'autodétermination du peuple palestinien. Et ça, le droit international y a déjà consenti, mais pour que le droit puisse être effectif, il faut le faire appliquer. Et puis le troisième objectif, c'est d'arriver à modifier le rapport de force pour que Palestiniens et Israéliens s'engagent vers quelque chose. Ils ne disent pas la solution à deux États, la solution à un État. Ils disent, entre guillemets, la paix, si vous voulez, ça pourrait être le terme, mais de manière politiquement forte, pas de manière galvaudée à la manière Trump, quelque chose qui pourrait permettre de cheminer et d'arrêter avec le désastre. Et cette campagne s'est déclinée pendant, on en est à 20 ans aujourd'hui. Elle a commencé en juillet 2005, si mes souvenirs sont bons. On est en décembre 2025, ça fait 20 ans. Alors, je pose souvent la question, quand je fais quelque chose autour de ça ou un cours, qui connaissait les trois initiales avant qu'on en parle? Avant même le 7 octobre. Ce qui voulait dire que ce BDS a connu des hauts et des bas. Vous allez sur le site, il y a un rapport de l'année 2024 sur tout ce qu'on appelle les victoires BDS. J'en ai apporté quelques exemplaires, si vous voulez, je pourrais vous en donner lecture. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais en tous les cas, montrer que ça a touché beaucoup, beaucoup d'endroits. Mais personne n'en parle. Comme si ça n'existait pas. À la différence du boycott que l'Afrique du Sud a lancé, qui a été repris, vous vous souvenez peut-être du grand concert de Wembley, où tous les grands chanteurs, musiciens de l'époque avaient décidé de se regrouper et ont présenté la figure de Nelson Mandela, que je rappelle à l'époque, personne ne connaissait. Hein, il était un prisonnier parmi les autres, on l'avait vu à Rivonia une vingtaine d'années plus tôt, puis ensuite il est passé sous les radars. Et là, il est devenu la figure emblématique. Probablement, c'est un peu ce qui manque pour les Palestiniens. Il y en a une de figure qui s'appelle Marwan Barghouti, qui est en prison au moins depuis aussi longtemps que Nelson Mandela, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait les mêmes que Nelson Mandela. Il est dans une prison où il se fait fréquemment torturer, humilier. Je vous en passe et des meilleurs. Mandela, dans les 10 dernières années de sa captivité, était en résidence surveillée avec la possibilité de discuter à l'extérieur et de mener des négociations qui ont ouvert sur la solution démocratique. On peut en penser ce qu'on en veut. En tous les cas, il n'y a pas eu de morts plus nombreux que ça. Là, pour l'instant, Barghouti, je ne sais pas dans quel état il est et comment il va sortir. Hein. Imaginez 27 ans de prison, privé d'à peu près tout. Je ne sais pas trop comment on peut sortir. Donc, peut-être que les Palestiniens eux-mêmes n'utilisent pas trop cette figure, même s'ils souhaitent qu'il sorte, ne serait-ce que pour lui et sa femme. Mais il manque peut-être derrière BDS un lien fédérateur, incontestablement. Les objectifs que j'ai énumérés disent pas grand-chose. Oui, le droit à l'autodétermination. Il faudrait peut-être qu'il y ait un petit lien, une personnalité, probablement, laquelle... Bon, la classe politique palestinienne officielle est quand même pas non plus très, très encourageante. Je suis un peu critique parce que c'est mon boulot d'être critique, donc je leur dis, il y a des jeunes qui sont bien, dont on entend peu parler parce que les anciens n'ont pas envie de lâcher le pouvoir. Et probablement l'autorité palestinienne, l'OLP, pâtit de ce leader. Et c'est d'ailleurs un des grands problèmes du BDS qui a été soutenu par l'autorité palestinienne que 5 ans après. Hein, en 2009 seulement. C'est 2005-2009. Donc ça a mis 4-5 ans. Et Mahmoud Abbas, qui était président de l'autorité palestinienne, s'est fait un peu taper sur les doigts par les grandes chancelleries occidentales. Mais bon, ils ont dit oui, on va le faire. Ils ne boycottent pas grand-chose. Hein. Ça veut dire, pour les Palestiniens, boycotter les produits israéliens. Vous le savez peut-être, le marché palestinien de denrées est un marché captif d'Israël. Tous les produits qui ne sont pas vendus sur le marché israélien, un peu biscornus, comme vous savez, nos fruits, nos légumes, des fois, qui sont de deuxième catégorie, eh bien, viennent abonder le marché de Cisjordanie. Alors, on ne parle plus du marché de Gaza, hein, mais le marché de Cisjordanie. Gaza était un peu autosuffisant. En haut des serres pour les agrumes, pour les fraises de Gaza étaient très, très réputées. Tout ça n'existe plus. D'où la grande famine qu'on connaît, bien évidemment, indépendamment du blocage de l'aide humanitaire.
BDS est donc un mouvement qui s'est réparti et il a quasiment des antennes dans tous les pays. Je ne crois pas qu'il y ait un seul pays où il n'y ait pas une antenne BDS. Il y a BDS France, par exemple, il y a BDS Belgique, il y a BDS Espagne, il y a BDS Irlande, pour ne prendre que des pays européens, mais il y a un BDS très actif en Afrique du Sud, par exemple. Là, je lis pas mal sur ce qui se passe parce que voilà, je continue à lire sur l'Afrique du Sud. Et donc, ce mouvement BDS est très revendicateur, très puissant dans la manière de faire des choses. Et ça se décline. Et c'était ça, je pense, la force aussi de BDS. Il y avait peut-être ce point de faiblesse avec une image, une figure à porter qui des fois unit très facilement. Et même si on se bat pour une personne, on se bat pour un collectif. Il y a derrière ça, derrière BDS, l'idée que chacun fait à son niveau. Chacun s'adapte à son niveau. On n'est pas obligé de suivre ce que les Palestiniens vont faire eux-mêmes. On n'est pas obligé de prendre les cadres parce que chacun des contextes est très différent. Et la France sait de quoi elle parle. BDS a été tout simplement criminalisé par l'État français. Les fameuses directives Alliot-Marie dans les années 2010-2011. Et beaucoup de militants à FPS ou autres ont été obligés d'aller devant les tribunaux parce que leur action était considérée comme antisémite. Il a fallu 15 ans de lutte juridique pour avoir le résultat opposé. Ouf! Et tant mieux. La décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été rendue le 3 novembre 2025 sur une affaire qui est partie de Colmar. Des activistes, on va dire ça comme ça, palestiniens, pro-palestiniens français, ont diffusé des tracts devant un magasin dont je nommerai pas le nom, mais qui est boycotté beaucoup, notamment demain, qui s'appelle Carrefour, bon, je vais dire le nom, en diffusant de l'information, en demandant pourquoi les produits qui viennent des colonies ne sont pas étiquetés colonies, mais Made in Israel, ce qui est contraire aux réglementations européennes dès cette époque. Et donc, le préfet de l'époque a saisi la justice, le tribunal a reconnu qu'ils étaient antisémites. Ils ont fait un recours, bon, je vais vous passer les détails, hein, mais vous retrouvez ça maintenant de manière assez intéressante à peu près partout, et notamment sur le site de la FPS. Et puis de recours en recours, de cassation en cassation, de révision du procès, c'est monté jusqu'au niveau européen. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie. Et c'est elle qui a déclenché la fin de l'affaire en disant, eh bien écoutez, la France, vous commettez une erreur, vous êtes liberticide, je vais le dire sous cette forme-là, on peut utiliser le mot, parce que vous condamnez le droit d'expression politique et non violent d'une catégorie de population qui souhaite que les produits israéliens, s'ils viennent sur le marché, soient identifiés comme produits des colonies, qu'ils ont le droit de dire qu'il ne faut pas acheter ces produits, non pas parce que ces produits sont d'origine raciale, ethnique, identifiée juive, c'est pas du tout ça dont il est question, c'est la liberté d'expression dans un État démocratique qui est en jeu. Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est ici méconnu. L'État français a méconnu. Alors, ils n'ont jamais bougé les directives Alliot-Marie, hein, que ce soit Taubira ou l'autre barbu, là, pendant un temps, qui était ministre de la Justice, Dupond-Moretti, ou aujourd'hui, bon, ils en changent tout le temps, donc je ne sais plus trop, ça n'a pas bougé, c'est toujours en vigueur. Sauf que la justice dit tout le contraire. Dit tout le contraire. Et la Cour de cassation vient de rendre son dernier avis, hein, en disant que le boycott est un moyen d'expression et que ce moyen d'expression est surprotégé en France et qu'il n'est pas possible, dans les futures actions que vous allez peut-être faire, vous êtes protégé par le droit français dorénavant et le droit européen. BDS est un moyen d'expression politique pacifique qui ne connaît pas de limite, si ce n'est de ne pas être violent, donc il ne faut pas heurter, et il ne faut pas bien évidemment inciter à la haine raciale, ici à la haine aux juifs, bien évidemment. Ce sont les deux limites qui ont été posées. Tout le reste, c'est la liberté d'expression. Et je crois savoir qu'il y a quelques actions qui ont été menées à Dijon dans les mois précédents, et tout ça s'est très bien passé, parce que justement, ce droit garantit dorénavant que le BDS est un droit d'expression. Alors, et c'est la dernière question, est-ce que c'est efficace ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
chacun à son niveau. Allez, je vais vous le dire. Je faisais mes courses à Carrefour. On a décidé d'arrêter. On a décidé d'arrêter. Ceux qui ont un compte en banque à la BNP peuvent décider de se retirer de la BNP. BNP, c'est un des organismes financiers qui cautionne les investissements qu'Israël fait sur le marché international. On est là dans des milliards d'euros. Hein. Les chiffres, moi, m'échappent complètement. Donc, on peut décider d'arrêter d'avoir un compte en banque à la BNP et de le faire savoir en écrivant une lettre, etc., etc. Chacun, à son niveau, ne peut pas dire « je ne sais pas quoi faire ». Si, vous pouvez faire. Je peux vous citer la liste de toutes les entreprises qui mériteraient d'être... non, pas toutes, hein, mais juste celles... vous savez, on est maintenant abreuvé du Black Friday, hein, il y a quelques jours. Eh bien, BDS a sorti une liste « Ne pas acheter pendant le génocide ». Et en particulier au moment. Les Xbox, Disney+, si vous avez ça, désolé les enfants. Amazon, HP, Dell, les ordinateurs de l'université. Reebok, chaussures. Intel, le processeur qui est quasiment dans tous les ordinateurs. Bon, là, ça va être compliqué, hein, mais on peut. Si vous aimez les fringues, Zara. Si vous aimez l'eau avec des bulles, SodaStream. Ça a été la grande campagne. C'est elle qui a obligé la Cour européenne à dire des choses, la Cour de justice plus exactement, à dire des choses dès 2009. SodaStream, vous savez, ces machins où on fait des bulles, ça vient des colonies israéliennes. Toute la production est dans des colonies israéliennes. C'est estampillé Made in Israël. Si vous en avez, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous aimez les hamburgers? McDonald's, bien évidemment. McDonald's a fourni au début du génocide des petits paquets de bouffe aux soldats israéliens qui se vantaient dans des vidéos d'avoir ça et qui qui tiraient à vue sur les civils. Carrefour, on en a parlé, qui est forcément emblématique parce que Carrefour, c'est le grand commerce français. Carrefour travaille avec une sorte de joint venture en Israël qui diffuse les produits de Carrefour, bien évidemment en Israël, mais dans les colonies israéliennes. Et la campagne qui est menée contre Carrefour est une campagne particulièrement importante et qui continue et qui doit continuer parce qu'il y a déjà eu des victoires. Carrefour a été obligé de retirer ses enseignes de la Jordanie parce qu'il y a eu des pressions politiques. Je participe au génocide, ça ne va pas. Et là, la participation de Carrefour, c'est à peu près la même que McDo. Ils fournissaient des petits sacs de bouffe aux soldats. Et tout ça, c'est vérifié parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure d'Internet, de la photo en direct, donc on sait exactement ce qui se passe. Donc ce boycott est particulièrement important. Ce n'est pas les salariés de Carrefour qui sont en jeu, c'est l'action des directions de Carrefour qui, et c'est interdit par le droit international, se rendent complices par leurs agissements directs ou indirects d'un crime de génocide. C'est le crime le plus élevé en droit international. Et si nous, à notre niveau, on laisse faire ce genre de choses, c'est que quelque part, eh bien, comme dans tout mouvement de résistance, on peut collaborer. On peut ne rien faire, la tête dans le sable. On peut décider de résister, y compris à la dernière heure. Parce que ça ajoutera, sans aucun doute, à la mauvaise image de Carrefour. Et puis, on peut démultiplier les éléments. Je vous le disais, sur le site de BDS France, vous avez l'indicateur d'impact du BDS dans tous les domaines, au niveau des Nations Unies, au niveau des États, au niveau des institutions syndicales, religieuses, universitaires, culturelles et sportives, au niveau des partis politiques. Et vous avez toute la liste. Très intéressante à lire. Ça touche quasiment tous les pays du monde. Un des pays les plus en avance sur ça, alors il a été contraint par sa base, il ne faut pas attendre que n'importe quel dirigeant puisse prendre des initiatives. Peut-être Pedro Sanchez en Espagne, mais en fait c'est le mouvement BDS espagnol qui a été très 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 important, y compris en allant sur les routes de la Vuelta, le Tour d'Espagne, pour porter, vous l'avez peut-être vu, la question, et ensuite ça oblige, et de toute manière ça partira de là.
c'est le combat, les Sud-Africains appellent ça le combat grassroots, dans les racines, et on revient à la terre, dans les racines. C'est enraciné. Et c'est là que ça monte après. Eh bien, un des premiers pays à avoir fait ça, alors merci François, tu m'avais renvoyé le petit document, c'est en Colombie. Le syndicat des mineurs de charbon colombien a décidé, il y a 1 an maintenant, de ne plus sortir du charbon pour envoyer en Israël. 60% de la production de charbon colombien va en Israël. Énergie fossile, bien évidemment, et tout ce que vous faites ici a des échos avec cette situation-là. Et donc, il a été question que le gouvernement adopte une législation là-dessus. Alors, ils n'ont pas été jusqu'à adopter une législation, mais des décrets, l'équivalent d'un décret. Et ça a mis la mécanique en difficulté. Le charbon, alors a continué pendant un petit temps d'arriver, hein, bien évidemment, les bateaux sont toujours partis, mais ça a commencé dans la population à créer les conditions d'une réflexion. Et progressivement, il y a eu moins de bateaux. Et puis d'autres pays ont dit, si c'est des bateaux, on va peut-être leur dire de ne pas accoster. L'Espagne, l'Italie, vous l'avez vu, la Grèce a un petit moment, eh bien ces bateaux sont plus trop partis. Et aujourd'hui, il y a toujours probablement, là je n'ai pas encore vérifié, des bateaux, mais en nombre beaucoup moins important. Et s'il n'y avait pas eu cette action, le gouvernement Petro n'aurait pas pris cette décision. C'est la Colombie. C'est quand même pas innocent, mais on n'en a jamais entendu parler en France. Et si on va un petit peu plus près de chez nous, eh bien il y a eu des actions dans plusieurs domaines. Les dockers de Marseille ont appris que des caisses de production de tubes de 155 mm qui servent à envoyer des obus étaient fabriquées dans une entreprise de Firmini. Mon épouse est de Saint-Étienne, c'est pour ça que je fais ce petit regard. Firmini, une des entreprises. Eh bien, les dockers de Marseille ont décidé de bloquer la livraison. Alors, cette entreprise est en train de changer de port. C'est le Havre, et les dockers du Havre, qui sont très costauds aussi, ont dit « Stop, on ne le fait pas ». C'est possible, syndicalement parlant. Les syndicats des transporteurs aériens ont fait exactement la même chose en disant « Ouais, on sait que ça va passer aussi par les avions, on va on va faire en sorte que ça ne parte pas ». Et le terminal d'Orly et le terminal de Roissy ont été bloqués. Les fournitures n'y sont pas arrivées. Voilà des actions qui sont dans le domaine collectif. Et donc, c'est pour vous montrer qu'individuellement, on peut faire des choses et BDS permet de faire comme on peut faire, car il faut bien prendre les circonstances et s'adapter. Et on pourrait démultiplier les éléments de solidarité. Là, c'est un peu des éléments, et je vais terminer par là, d'opposition. On pourrait dire, c'est un peu négatif, ils font ça de manière à s'opposer. Mais il y a des éléments de solidarité positifs. Une de mes collègues à La Rochelle a organisé un ensemble de plateformes Internet pour faire des cours aux étudiants palestiniens de Gaza, en visio. Et ils suivent ces cours en français. Ils suivent ses cours en arabe. Elle est arabophone et elle peut faire des cours en arabe. Elle est prof de FLE. Donc, elle fait des cours en arabe à des étudiants de Gaza qui, vous le savez, j'espère aussi, ont repris le chemin des universités à Gaza, sous les bombes. Encore 2 enfants ont été tués ce matin. Sous les bombes. Sous les bombes. Mais en visio. Alors, ils n'ont plus de local. Ils vont dans ce qui n'a pas été détruit. Le bac a été passé au mois d'octobre. En visio. Ils sont en train de corriger. Les enfants ont recommencé dans plein d'endroits à aller à l'école. Ici, sous une toile de tente, là, dans les débris et dans les ruines, là, dans un parc à l'extérieur, en espérant qu'il ne pleuve pas, parce qu'au malheur des Gazaouis s'est ajouté, bien évidemment, la tempête, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est en train d'arriver sur les côtes, et les inondations ont jeté à la rue à nouveau un nombre incroyable de toiles de tente. Donc la solidarité internationale peut passer par ça. Sur Dijon, une des amies qui vient de temps en temps le samedi a organisé des échanges d'habits, etc., en envoyant ça par des réseaux qu'elle avait. Et ça arrive à Bethléem et ensuite ça peut entrer de certaines manières à Gaza ou en tous les cas aider à proximité. Parce qu'à proximité, il y a encore aussi des besoins.
Donc la solidarité internationale, elle n'est jamais vaine. Elle est toujours possible. Et si je dois terminer par là, je pense qu'on ne peut pas dire je ne sais pas. On ne peut pas dire je ne sais pas quoi faire. On ne peut pas dire l'année prochaine. C'est maintenant, parce qu'il y va de la vie d'un peuple aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Voilà un peu ce que je voulais vous donner comme petite piste et puis ouvrir à la discussion si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions, je les accueille avec plaisir. Est-ce qu'il y a des actions en justice internationale ou pas, qui sont engagées et qui produisent des effets? Alors, pour l'instant, le temps de la justice, ce n'est pas le temps du politique. Hein, donc, la justice internationale, encore plus. Alors, il y a eu des actions en justice à deux niveaux. La Cour pénale internationale a émis des arrêts de mandats internationaux contre Netanyahou et Gallant. C'est déjà énorme sur le chemin de la justice internationale, c'est juste incroyable. Les juges de la Cour pénale internationale ont été soumis à toutes les pressions possibles, y compris le juge français. On a un juge français qui siège à la CPI. Et j'ai lu là, il n'y a pas bien longtemps, que les États-Unis ont tout simplement bloqué la carte bancaire professionnelle des 11 juges. La carte professionnelle. Alors, ce n'est pas Trump qui a décidé, hein, mais Trump, il a dit, bon, vous, les instances financières, vous vous débrouillez et vous bloquez tout ça. Ils ne peuvent plus l'utiliser. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus voyager. Parce que c'est leur carte professionnelle. Donc, ça veut dire à front renversé, en quelque sorte, en creux, que si Israël était sur une totale impunité qui ne craigne rien, qu'est-ce qu'il irait s'emmerder par le biais des États-Unis à faire ce genre de pression? Ça veut dire que ça touche de manière très importante l'impunité israélienne. La deuxième action, ça a été devant la Cour internationale de justice, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, la CPI s'occupe que des individus, la Cour internationale de justice s'occupe des États. Et là, c'est un pays, l'Afrique du Sud, qui a pris son courage à deux mains et elle sait de quoi elle parle. Elle a monté un dossier pour demander à ce que le génocide qui commençait à advenir ne soit pas plus large en termes de prévention, en quelque sorte. Donc c'est sur la base de la Convention de 1948 de prévention et de répression du crime de génocide. Et l'Afrique du Sud a été suivie par 15 autres pays, on ne le dit pas assez souvent, hein, elle n'a pas été toute seule, et ils ont déposé un mémoire à la Cour internationale de justice qui, pour le coup, a rendu rapidement quelque chose. C'est la fameuse décision de janvier 2024 qui dit que ce qui se passe à Gaza, avec les preuves qui ont été récoltées, sur la base du dossier sud-africain et la base des autres dossiers, eh bien, c'est un risque plausible de génocide. Et donc, contrairement à ce que pense notre, allez, je suis désolé, stupide président de la République, c'est pas l'affaire des historiens, le génocide. C'est pas dans 20 ans. C'est maintenant, pour pas qu'il advienne. C'est l'affaire des juristes, l'affaire de nous, citoyens du monde, de se mobiliser pour appuyer les démarches qui ont été faites. Et bien évidemment, ici en France, il y a des associations qui ont relayé tout ça. Il y en a une que je vous invite à aller croiser. Ils ont un petit site qui est pas mal. J'y participe un tout petit peu, mais pas trop. Qui s'appelle Jurdi, qui est très très récente. Ça fait 2 ans qu'elle existe. Juriste pour le respect du droit international en Palestine. Par les plus grands juristes et avocats. Il y a des magistrats. Il y a des professeurs de droit public qui sont dans cette association. Et le but, c'est de monter toute une série d'actions de plaidoyer, de dépôt de plaintes devant la justice française pour faire, à tous les niveaux possibles et inimaginables, avancer le droit et, en France, le faire respecter. Parce que là, ça sera difficile de ne pas le faire respecter. Et c'est contre l'État français. Vous savez que l'État français a autorisé benoîtement le survol de l'avion de Netanyahou quand il est parti aux États-Unis, à 3 reprises. Frappé par un mandat d'arrêt international, la France, partie du traité de Rome, donc de la Cour pénale internationale, se doit d'interdire le survol. Alors, le juriste qui a monté le dossier, j'étais avec lui dans une réunion là, début du mois de décembre, il dit au début, ils n'ont pas donné de réponse. Ils doivent donner une réponse.
Donc ça s'est adoré. Ils ont saisi la CADA, la commission administrative des documents. Donc la CADA a donné raison. Vous devez rendre des comptes à cette association et prouver que vous avez ou rien fait ou autorisé. Et puis, voilà, les documents sont arrivés. Il y a même une question qui a été posée par, je crois que c'est un membre de la LFI au gouvernement, qui a dit ouais, je crois, je sais pas. Enfin bon, très très embêté. Et apparemment, les plans de vol ont été tout à fait validés par les plus hauts sommets de l'État. Maintenant, qu'est-ce que va faire la justice? Bon, là, ils sont en train de faire le nouveau recours à l'appui des preuves, enfin des documents qui ont été donnés. Bon, on va voir, là, voilà, le temps de la justice, je vous disais, est un peu plus long. Et puis, il y a plein d'autres actions qui ont été menées, donc une action contre la BNP pour les questions financières, des actions contre Carrefour qui ont été menées aussi, des actions contre Veolia, des actions contre toutes les entreprises qui ont participé de près ou de loin à la colonisation, à l'occupation, à l'apartheid et aujourd'hui au crime de génocide. Veolia a participé à la construction du tramway qui passe à Jérusalem, qui réunit les colonies du nord de Jérusalem aux colonies du sud de Jérusalem, passant dans les quartiers arabes, on va dire, puisque ça passe plutôt à l'est de Jérusalem. Veolia, c'est une entreprise française qui a aidé à la construction, qui donc aide à la colonisation, qui donc, d'après la justice internationale, est complice. Donc, elle doit rendre des comptes. Bon, elle s'est retirée, elle a retiré ses billes, si vous me permettez l'expression, de l'ensemble des associations, et elle n'a plus de parti là-bas. Bon. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est dit. Je n'ai pas été vérifié, mais ça veut dire que ça pousse. Ça veut dire que ça fait boule de neige. Dans combien de temps? Le plus rapidement possible, j'espère, parce que pendant ce temps-là, malheureusement, sur place, les gens meurent. Les enfants meurent. Hein, c'est quand même dans une phase de cessez-le-feu, là, donc depuis le 10 octobre jusqu'à aujourd'hui, par jour, 2 enfants, entre guillemets et demi, c'est une moyenne, désolé, hein, sont tués, alors que c'est un cessez-le-feu. Et ils ne sont pas tués par un accident de la route, ils sont tués par un militaire israélien qui tire ostensiblement sur les gamins. Comment on peut continuer à supporter cet état de fait? Sur la question de l'absence de communication, en gros, d'autorité un peu officielle, c'est classique sur la Palestine depuis très très longtemps. J'ai toujours en mémoire le premier colloque qu'on a organisé à l'Université de Bourgogne, donc dans un milieu censé être ouvert à la discussion. Le président de l'époque m'envoie un petit mot en me disant oh, c'est super, tu organises ça, c'est bien, je vois qu'il y a beaucoup de Palestiniens, tu comptes inviter les Israéliens? Voilà, vous auriez répondu quoi, vous? On est en 2009. Donc je lui ai répondu. Et je suis interviewé par un journaliste pas du monde diplomatique, bien public, pardon. J'aurais pu laisser le suspense, mais bon. Et qui me pose exactement la même question. Et qui me dit, voilà, ah ouais, c'est super, vous faites ça, c'est le premier à l'Université de Bourgogne. Je dis oui, effectivement. Où sont les Israéliens? Voilà. Donc, quand on est dans un moment comme ça, d'asymétrie dans la manière de faire, quand c'est complètement intériorisé en réalité, parce qu'Israël bénéficie de ce statut d'intouchable, entre guillemets, hein, je prends ce mot-là, eh bien, c'est dans la manière, j'allais dire la culture des gens. Ouais, c'est ça. On ne peut pas toucher Israël. Ou si on est dans quelque chose, il faut absolument la parité. Et donc j'ai répondu en retournant la question, est-ce que dans un colloque qui serait autour d'Israël, tu ferais intervenir un Palestinien à mon directeur, enfin à mon président à l'époque. Je ne sais plus si c'était président ou Sophie à l'époque, je ne sais plus. Enfin bref. Je n'ai pas eu de réponse. Et au journaliste, je lui ai dit, bah alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y avait un colloque sur Israël, vous poseriez la question d'un intervenant palestinien? Oh ben non. Avec ça, voilà, pour moi, tout avait été dit. Tout avait été dit. Et le colloque s'est bien tenu.
Voilà pour un peu illustrer. Sur l'institution universitaire en tant que telle, à chaque fois qu'on a organisé quelque chose sur ces thématiques assez proches, on en a fait quand même pas mal, des séminaires ou des colloques, enfin 2 gros colloques et pas mal de séminaires, je dois là être honnête, à Dijon, je n'ai jamais eu de difficulté à organiser. On ne m'a pas encouragé, on ne m'a pas déroulé le tapis rouge. Je dis on parce que j'ai été souvent promoteur, mais je n'ai pas souvent travaillé tout seul. J'ai toujours travaillé avec plusieurs collègues, mais bon, voilà, je m'associe, enfin, je parle à la première personne pour aller vite, et ça a été à peu près bien. On a même eu des subventions de la mairie, comme à l'époque de la communauté d'agglo, etc. Bon, voilà, dans des proportions correctes, mais jamais une publicité grandiloquente du même registre qu'ici. Voilà, moi je participe de l'idée qu'il faut démultiplier ces espaces. Même si on n'a pas une grosse pub, c'est pas grave, démultiplions. Je suis très très ancré sur l'éducation populaire. Je pense que c'est ça l'éducation populaire. C'est au quotidien, dans n'importe quel petit endroit, un syndicat, un parti politique, une assoce, on discute, on ouvre des espaces. Et je dois le dire, ça fait la 3e fois en l'espace d'une semaine où je suis en face d'un public que je n'ai jamais vu auparavant. MJC Montchapet, vendredi dernier. Pas vraiment le quartier ou le public qu'on voit, à part quelques-uns de nos amis, bien évidemment. J'étais à Arnay-le-Duc, samedi dernier, toute l'après-midi, dans un café qui ressemble à ça. Très très sympa, je vous invite à y aller. Un ancien ambassadeur de l'Union européenne qui organise ça, qui a racheté le café. 70 personnes. Discussion incroyable. Après, un petit film qui s'appelle Fragment de guerre, vous pouvez aller le regarder, 45 minutes, tout à fait bien. Et aujourd'hui. Et je multiplie les espaces. Je vais dans pas mal d'endroits. J'étais à La Rochelle, j'ai été à Paris la semaine dernière, dans une enceinte du Parti communiste français, l'espace Neymeyer, 400 personnes. Bon, des gens pas toujours tous convaincus, mais voilà, on a pu discuter sur plein de choses. C'est ces espaces-là qu'il faut conquérir en réalité, dans lesquels il faut discuter. Et on peut ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Mais au moins on diffuse, au moins on transmet, au moins on échange, au moins on ne peut plus sortir de là en disant « je ne sais pas ce qui se passe, oh puis non, je ne vais rien faire ». Non, ça c'est pas être citoyen pour moi, c'est pas être citoyen actif. On a les moyens de faire des choses. Tu donnais un exemple, on peut les démultiplier. Guillaume et Bérénice pourraient en donner des tonnes et des tonnes. Voilà, on peut faire ça. Et à nouveau, peut-être que vous aurez envie d'aller là-bas. C'est pour les Palestiniens vraiment le meilleur de ce que vous pourrez faire. Allez sur place. Moi, j'ai une amie juriste qui est maintenant réputée puisqu'elle fait toutes les interviews possibles et inimaginables en droit international. Elle est bonne, enfin, elle donne pas mal d'informations, etc., etc. Elle n'a jamais été en Palestine. Voilà. Travailler sur un domaine dans lequel on n'a pas mis les pieds, on n'a pas été s'imprégner de ce qui se passe, on n'a pas discuté avec les gens, pour moi, c'est pas vraiment de la science. Même si ce qu'elle dit, je suis à 100% d'accord avec. On a besoin d'aller. Donc, peut-être vous avez des connaissances. Allez-y, Diwan, vous tapez sur l'ordinateur Diwan, Sabri Giroux, il est francophone, il a fait ses études à Grenoble, il est archéologue. Vous pouvez rentrer en contact, vous lui dites qu'on se connaît, c'est un très bon ami. Moi, je vais dormir chez lui quand je vais à Jérusalem, par exemple. Vous faites un groupe de 10, 12, 15, vous allez et il vous organise le voyage que vous voulez. Voilà. Vous pouvez faire. Voilà, Alain en a bénéficié, Louis et Thérèse qui sont ici. Je pense que ça, c'est une action. Ah ouais. Une espèce tu vois, les Européens qui ont un peu d'argent, qui vont faire du tourisme aujourd'hui. Non, tu fais pas du tourisme là-bas. Tu vas aller dans les endroits que vous lui avez donnés ou vous estimez être utile d'aller. Les Palestiniens disent c'est le seul moyen de faire fonctionner notre économie qui est en train de se casser la gueule à grande vitesse. Il n'y a plus personne dans les rues de Jérusalem, il n'y a plus personne dans les rues de Ramallah. Là, ils viennent de mettre les grands sapins, vous l'avez peut-être vu, sur la place de Bethléem, donc qui est la ville par essence où en ce moment, là, autour de Noël, tout se fait, toutes les grandes manifestations. Bon, il y a du monde, mais je vois d'où est prise la photo, c'est en surplomb. J'ai discuté avec mon collègue qui habite à Bethléem, il me dit « Waouh, c'est compliqué ». Bethléem est plutôt une ville chrétienne pour le coup. Hein.
Donc, ouais, il dit, ouais, il n'y a pas grand monde. Mais ils ont donné l'apparence d'eux. Donc, si vous pouvez y aller, oui, parce que ça fait fonctionner un petit peu l'économie. Ils en ont besoin, et je vous l'ai dit, hein, exister, c'est résister. Donc, pour exister, il faut leur donner une petite aide. Et puis, bon, je termine sur le dernier truc. C'est paradoxal la situation qu'on vit dans le milieu universitaire. À ma connaissance, il n'y a jamais eu autant de colloques, de réunions, de séminaires sur la Palestine que depuis 2 ans. Jamais eu autant. Moi, ça fait 20 ans que je bosse dessus. Il y en a eu, bon, voilà, mais pas non plus autant que ça. Toutes les semaines, il y a une information qui touche la Palestine. Toutes les semaines. Et ça, c'est juste incroyable. Et autant au début, il y avait des censures, il y avait des formes très, très dures, notamment dans la région parisienne, dans la région lyonnaise. Mais dans les petites villes, allons-y, on est un peu plus tranquille. J'exhorte, moi, mes collègues à faire des trucs. Et ça se diffuse. Paris, oui, c'est voilà, dans les universités, vous avez tous entendu parler du Collège de France, le grand colloque qui s'est tenu, avec des sommités, effectivement, du monde entier sur ces questions-là. Bon, je n'étais pas invité, j'étais un peu navré, mais... eh bien, il a été interdit au Collège de France. Ils ont été obligés d'aller dans un petit institut qui s'appelle le CAREP, où tout a été retransmis en visio. 20 000 personnes ont suivi la visio. 20 000. Pendant des heures et des heures. Bon, il y a des trucs qui n'étaient pas toujours très intéressants. Non, mais bon, c'est juste pour blaguer un petit peu. C'est foisonnant. À Dijon, on va faire venir en janvier, février, et ça va répondre à ta question sur comment s'est construit cette manière en fait, d'esquiver le problème. Parce que le problème, on le connaît. Les gens ont des avis dessus quand on discute. On voit qu'ils ont des avis. Ou ils s'en foutent, mais c'est un avis néanmoins. On va faire venir quelqu'un qui a publié un petit bouquin qui est le consentement au génocide, donc de Didier Fassin, qui est un prof à l'EHESS, qui démonte un peu cette construction et ce mécanisme. Et les principaux responsables, désolé s'il y en a parmi vous, les journalistes. C'est les principaux responsables. Ils sont aux ordres du pouvoir, mais des groupes dans lesquels ils travaillent. Souvent... Bolloré pour l'essentiel, Bouygues en son temps, et ils ont nié totalement la réalité. Les seuls journaux qui disent des choses, bon, désolé de faire un peu de pub, c'est du début et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont venus, là maintenant Le Monde commence à sortir des articles intéressants, c'est pour vous dire. La Croix a fait des très bons trucs, et l'Humanité. Le journaliste spécialiste de la région, Pierre Barbancet, que j'ai rencontré en Afrique du Sud et avec qui on est devenus copains, eh bien, couvre maintenant le Moyen-Orient et lui est sur place. Ce n'est pas un correspondant qui habite à Damas ou à Beyrouth ou voire au Qatar. Il est à Jérusalem. Et il essaie de rentrer à Gaza par tous les moyens possibles et inimaginables. Et on aura peut-être la chance de l'accueillir au mois de janvier ici à Dijon. Je ferai passer un petit message. Donc, cette construction, on peut la briser. On peut individuellement, avec tous les exemples qu'on a donnés, se responsabiliser et se dire on peut faire quelque chose. La culpabilisation, je serais assez d'accord et en même temps pas tout à fait d'accord. Je pense que de temps en temps, il faut titiller un petit peu les gens. Et leur dire mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait quoi? Juste ça, et engager la conversation de manière pacifique. Mais les titiller un petit peu, oui. Moi, dans mon cercle d'amis, voilà, la Palestine, on n'en parle pas. Donc je les titille, par un petit truc, par un autre petit truc, par un autre petit truc. Et puis je me dis, comme Germinal à la fin du bouquin, j'ai planté une petite graine et je reviens à la terre. Enfin, j'aurais fait beaucoup d'efforts pour être dans le rythme de la soirée. Je change à chaque fois. J'ai planté une petite graine et puis ben voilà, on l'arrose et elle peut faire une belle fleur, un olivier. Et puis ainsi de suite. Voilà. Un autre grand exemple de victoire, c'est Puma, le sigle sportif Puma, qui était la firme utilisée par la fédération de foot israélienne. Des joueurs ont fait des manifestations, le public, ça part toujours du bas de toute manière, ça partira jamais du haut, sur la Palestine en particulier, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres. Ça partira. Et Puma a décidé de se retirer du sponsoring. Ils ont perdu
beaucoup. C'est vrai pour Reebok aussi, dans d'autres configurations. Chacun à son niveau a un rôle. C'est la fable du colibri qui ne peut pas éteindre l'incendie tout seul, mais qui apporte sa petite goutte d'eau. Ouais, c'est une très très vieille question de science politique. Pourquoi on obéit alors qu'il est possible et assez facile des fois de désobéir. C'est un truc qui remonte à la nuit des temps, cette question. Sur le colonialisme, et puis je viens au plan Trump parce que pour moi c'est effectivement une nouvelle forme de colonialisme. Sur le colonialisme, pendant très longtemps, les chercheurs palestiniens ont beaucoup discuté d'une notion qui s'appelle le colonialisme de peuplement, qui est pour eux la manière de décrypter ce qui se passe en Israël-Palestine, donc dans cette zone-là. Cette notion-là a très rarement été utilisée en France, parce que la France est un pays colonial. Mais en Grande-Bretagne, pas mal discuté. Dans le monde anglo-saxon, bien discuté, avec beaucoup d'ouvrages. Et ça date des années 50, ce concept. Et il a été passé sous le radar, en quelque sorte. Le seul universitaire français qui l'a vraiment utilisé, c'est Maxime Renasson, en 1967, dans un article qui est publié au Temps moderne qui s'appelle Israël fait colonial, point d'interrogation. 67, on est dans la guerre de 67, donc la deuxième grande partie d'expulsion de la population palestinienne et la conquête totale de la Palestine. Et il est juif d'origine, marxiste, et son bouquin, enfin son article a vraiment marqué la sociologie française et la science sociale française, parce qu'il a posé vraiment la question, un État comme Israël, comment peut-il se comporter par rapport aux Palestiniens, étant rappelé qu'ils revendiquent leur existence par rapport à la Shoah. Et ça a défrayé la chronique, ça a été une grande discussion à ce moment-là. Et dans les années 2000, la notion de colonialisme de peuplement est revenue parce que beaucoup d'autres auteurs l'ont utilisée pour comparer avec d'autres situations. L'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis. Le colonialisme de peuplement, c'est un colonialisme qui vise à l'éradication de la population locale. On appelle ça le colonialisme de remplacement. Après, ça peut prendre toute une série de moyens. On n'est pas obligé d'aller dans le génocide ou dans le nettoyage ethnique. Ça peut se mettre en place de petites manières. Eliane Papé, qui est un grand écrivain israélien, disait que c'est un colonialisme incrémental, par petites touches successives. On n'en voit pas complètement le bout, mais il y a une logique de production. Et c'est un des éléments de réponse. C'est que cette situation-là, elle est faite par petites touches différentes. Et donc, dans le public général, dans l'opinion publique, on ne voit pas l'ensemble du projet. Et donc, ici, oui, c'est une discrimination. Ouais, mais c'est qu'une discrimination. Ici, il y a une entreprise qui va dans les colonies. Ouais. Israël participe à toutes les compétitions européennes. Israël fait partie de l'Europe. Voyons, c'est évident. Et bien, ça s'est installé progressivement. Alors que sur l'Afrique du Sud, il y a eu un gros compact. Les Noirs contre les Blancs. Et puis, ils étaient majoritaires. Là, on est démographiquement sur deux populations sensiblement égales. Et puis, Israël, dans le conscient collectif qui nous habite en France, on dit bien que c'est judéo-chrétien. Donc, Israël, c'est quelque chose qui est... oui, la Shoah était le deuxième élément aussi qui a beaucoup joué. Mais en amont, l'affaire Dreyfus. J'accuse, ça a scindé la France en deux à cette époque-là. On est au début du XXe siècle, pour ou contre. Et tout ça, et c'est un militaire, c'est pas innocent que ce soit un militaire, parce que s'il y a bien un autre sujet clivant, c'est le militaire, et en particulier le militaire nucléaire et la bombe atomique. Et Bure, c'en est une des parties. Donc voilà, ça c'est vraiment du clivage. Et après, on est dans l'un dans l'autre. Et puis, pendant très longtemps, on ne s'est pas posé la question de savoir ce que la Palestine allait devenir. Soyons honnêtes. Il y a par ceux qui s'y intéressaient. Là, depuis le 7 octobre, dans toutes les interventions que j'ai pu faire, tout le monde sait maintenant ce que c'est que la CIG et la CIP, la CPI. C'est super génial. Personne ne savait ce que c'était, ni qu'il y avait un avis, des ordonnances, des résolutions, ni
Bon, les 5 membres permanents avaient le droit de veto. C'est pour moi ça qui fait que progressivement, on va atteindre une cote à un moment où on va, j'espère, un peu renverser au moins la manière de penser. Mais on a été construit. Regardez les cartes. Je me suis amusé à regarder les cartes dans les bouquins scolaires. Cartes de la Palestine. Des fois, la Palestine n'existe pas. Donc, j'enseigne à des étudiants de 3e année de droit, ici à Dijon. Ça va commencer au mois de janvier. Quand je commence mon cours, encore la Palestine. Ouais. Qu'est-ce que vous savez Intifada, Arafat, Netanyahou, la Gay Pride. Moi, je continue à penser qu'au moment où on est, si on ne veut pas aller chercher l'information, c'est qu'on n'a pas envie d'aller la chercher. Parce qu'on peut aller chercher l'information. On peut faire ce travail. En 91, quand il s'est agi de faire les discussions entre les États arabes, les Palestiniens, les Jordaniens et Israël, donc le processus d'Oslo, Bush avait commencé à émettre l'idée du Grand Moyen-Orient, le remodelage des relations à l'intérieur du Moyen-Orient. Pas pour des questions de politique, pour des questions économiques et d'énergie. Il faut aller capter le pétrole, ça il s'en était assuré dès 1945, et il faut aller capter le gaz. Et il y a un projet de construction d'un canal, le canal Ben Gourion, qui partirait des Émirats jusqu'à Gaza, pour pouvoir faire venir ce gaz, et les pétroliers, enfin les tankers en l'occurrence, viendraient récupérer le gaz pour l'amener en Europe, où on passerait par les câbles qui sont, les pipelines qui sont en dessous. Donc il y a des enjeux économiques qui sont derrière. C'est aussi une des raisons pour laquelle nos grands dirigeants ne prennent pas position par rapport à tout ça. À Gaza, ils ont découvert des puits de pétrole, du pétrole, des puits de gaz, excusez-moi, en offshore, dans la zone économique exclusive de Gaza, donc des Palestiniens. Israël leur a interdit d'y accéder. En faisant quoi? En mettant 4 bateaux. Les Palestiniens, ils n'ont pas de bateaux, enfin des barques pour aller pêcher, mais pas pour aller se heurter. La flottille de la liberté, on sait quelque chose. Ben voilà. Et donc cette découverte, je ne sais plus combien c'est de barils potentiels, de production, très très important. Pourquoi est-ce que c'est Gaza qui fait l'objet d'un génocide? Parce qu'il y a ça, juste ça, derrière. C'est peut-être pas l'objectif initial, mais c'est un des objectifs, conquérir. Et à la frontière avec le Liban, le problème se pose. Israël a décalé la frontière sur la mer pour pouvoir accéder à des offshore de gaz qui, normalement, appartiennent au Liban. Bon, c'est un pays qui est souverain. Donc, la colonisation, c'est la remise en cause de la souveraineté par rapport à celui qui est le plus fort. Et le plan Trump, puisqu'il faut répondre à cette question, c'est exactement cela. Avec une nouveauté, c'est la première fois qu'un plan pondu par un... Alors, c'est pas Trump qui l'a écrit, loin s'en faut, c'est presque plus Tony Blair qui a écrit, puisqu'il a déjà été responsable du plan au Kosovo dans les années 98-99. C'est un copier-coller de ce qu'il avait fait là-bas, une sorte de gouvernance internationale dont il aurait souhaité être le principal protagoniste. Et puis je viens de voir dans le Guardian qui s'est fait éconduire. Donc ça sera pas Blair. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais ce plan a été construit surtout par un magnat très riche américain qui s'appelle Curtis Yarris, dont on n'entend pas beaucoup parler, qui a fait un plan qui s'appelle Gaza Incorporation, il y a une année et demie en arrière, et qui a dit, alors, si ce n'est pas la Riviera, le fameux plan Trump de janvier 2025, ça sera probablement des zones industrielles pour une partie, des zones franches pour l'autre, de manière à permettre d'asseoir la région avec le gaz et avec le fameux canal Ben Gourion. Alors ils avaient commencé à le construire dans les années 60 et puis bon, ils ont arrêté parce que ça faisait beaucoup de dégâts écologiques pour le coup, mais les plans sont réapparus il y a pas bien longtemps. Et le plan Trump, c'est le moyen de mettre sous chape cette zone-là. Alors ils veulent plus pousser dehors les Palestiniens, c'était la Riviera, parce que là ça va difficilement passer.
mais c'est d'en faire de la main-d'œuvre corvéable à merci, en leur disant oh, ben, vous aurez le droit à une maison. Ou si certains veulent s'en aller, ben, vous partirez, mais vous ne reviendrez pas. Ça, c'est clair et net. Ou leur demander d'aller en Cisjordanie, parce que c'est en train de se dilayer un petit peu, mais, ou en Égypte aussi, c'est un truc qu'ils sont en train de voir avec Al-Sisi, pour avoir un petit peu moins de population, mais de la population quand même, et qui va servir de main-d'œuvre. C'est un plan hyper colonial et hyper impérialiste. C'est pour ça que moi je ne peux pas dire que c'est un plan de paix, c'est pas possible. Un conseil de paix dont le président sera Trump autoproclamé, ça s'est jamais vu en droit international, on ne sait pas qui va le composer, et puis une force qu'on appelle la force internationale de stabilisation, qui est donc une sorte de force militaire. Il n'y aura ni troupes américaines, ni troupes britanniques, ni troupes françaises, parce qu'ils ont trop peur de se faire déglinguer, mais ça sera que les pays arabes. Comme ça les mouille complètement pour être des complices du sort des Palestiniens, et ainsi s'assurer les accords d'Abraham qui vont être réactualisés avec Israël. Et ça a été validé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le pays qui aurait pu faire basculer tout ça, l'Algérie, au moins basculer, sans doute pas parce qu'ils n'ont pas de veto, mais au moins dire non. Ils ont dit oui. Parce que, apparemment, les grosses tractations, vous voulez qu'on vous achète toujours du gaz ? Il paraît que la France aurait dit un peu ça aussi. Est-ce que vous voulez qu'on vous achète du gaz? Alors là, c'est avec des points d'interrogation et des guillemets. Les États-Unis ont dit la même chose. Vous dites oui, ça ira. Vous dites non ou vous vous abstenez. Ça ne sera pas facile. Alors que jusqu'à maintenant, même le gouvernement algérien avait une position à l'égard des Palestiniens assez claire, bien loin de celle du Maroc d'ailleurs, mais plutôt claire. On voit qu'on est en train de changer d'air, même si ça avait déjà été. On passe des règles internationales fixées par le cadre onusien qui pouvaient, on peut en dire pique-pendre de ce cadre, mais qui avait quand même pour perspective d'avoir une grammaire commune. On avait des règles et on pouvait quand même agir et il y a la justice. À ce qu'on appelle le droit international libéral, ça porte un nom en anglais, le Rule by Orders, qui est en fait le droit du plus fort. On dit toujours qu'il y a du droit, mais c'est le mien. Et qui a le pouvoir? Eh bien, Américains et Russes d'un côté, Chine de l'autre, qui décideront des règles du multilatéralisme à venir. Avec très très peu de recours, pas devant les tribunaux internationaux, surtout pas, d'où les pressions pour qu'ils existent de moins en moins. Un peu d'humanitaire pour les Palestiniens, mais à la mode israélienne avec cette association GHF qui est un truc un peu particulier, qui ne donne qu'aux habitants du Sud, mais pas du tout aux habitants du Nord de Gaza, qui a un statut suisse avec des capitaux israéliens et américains et qui est géré par des mercenaires américains. Donc ça, c'est ce qui se passe à Gaza en ce moment. Et l'UNRWA, qui est la seule instance habilitée à aider les Palestiniens, a juste été mise de côté. On n'en entend plus parler. Sur place, bon, ils restent parce qu'ils sont souvent palestiniens eux-mêmes, donc ils travaillent, mais ils n'ont plus de moyens. Donc quand on n'a plus de moyens, je ne sais pas trop comment on fait. Et tout doucement, là où on pensait probablement que le colonialisme tel qu'on l'a connu dans les années 60 avait disparu avec les indépendances, il y a une nouvelle forme de colonialisme, et c'est la première fois que les États-Unis exportent leur colonialisme de manière si lisible à l'extérieur. C'est le pays qui a le plus de bases militaires dans le monde, 150 je crois, 158 même précisément, dans le monde entier. Et là, ils sont en train de créer un endroit où ils vont avoir carrément la possession totale de la zone méditerranéenne. Et pour preuve, dans ce plan Trump, rien n'est dit sur ce qui s'est déjà mis en place dans une ville israélienne qui s'appelle Kiryat Gat, qui est à 30 km au sud d'Hébron, en Israël donc, qui s'appelle le commandement militaro-civil américain. Le commandement militaro-civil américain. Il y a déjà des militaires américains qui sont sur place, qui n'ont pas le droit d'engager le feu, des militaires français haut gradés, britanniques, et à côté du kaki, des costards cravates, qui sont déjà en train de signer les contrats de reconstruction de Gaza. La presse américaine s'en fait l'écho, la presse anglaise s'en fait l'écho, la presse arabe en parle beaucoup. Le plan Trump, c'est juste une couverture pour que la clique de Trump immobilière puisse commencer à réinvestir.
Mais regardez ce qui s'est passé en Irak, regardez ce qui s'est passé au Koweït, regardez ce qui s'est passé au Kosovo. Qui a obtenu les plus gros contrats? Ce n'est pas de l'américanisme primaire, hein, anti-américanisme primaire en l'occurrence. C'est quand même eux. Et cette situation est en train de découvrir ce qui va se passer. Le Moyen-Orient, est-ce que l'Afrique a été pendant un moment une sorte de laboratoire d'essai de la manière dont les rapports internationaux vont se réorganiser? C'est probablement la fin du multilatéralisme. Et là, il y a un petit bouquin qui vient de sortir d'un collègue, Jérôme Meurteux, qui écrit « Est-ce que le droit international est mort à Gaza ?» Sa conclusion est un peu pessimiste, un peu comme celle de Gilbert Achcar au demeurant. C'est un peu pessimiste. Oui, le droit international. Mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Et il finit quand même positivement. Il dit « Eh bien, c'est nous qui pouvons être les porteurs de ce droit international des peuples, en quelque sorte, il existe. » Et il rappelle toujours que la Charte des Nations Unies commence par « nous, peuples des Nations Unies ». Ce n'est pas nous, États des Nations Unies. C'est nous, les peuples, qui faisons les États. Et que c'est peut-être bien de le rappeler pour donner un petit peu de blé à moudre à la question de comment on peut changer l'orientation. J'aime bien terminer par des notes positives, vous l'aurez compris. L'anxiogène ambiant, voilà, je n'ai pas trop envie d'y céder. Et puis je pense que c'est un moyen aussi d'ouvrir sur d'autres aspects et de continuer la discussion en mangeant quelque chose. C'est pas mal comme... C'est bien, c'est bien. Merci d'avoir écouté.